Ce podcast est réalisé en partenariat avec le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoireetcivilisation.com, offre à partir d'1 € par mois, sans engagement. Nos mémoires. On retrouve Manuela Hafidji. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Nos mémoires consacrée à un site italien d'exception. Nous sommes en effet à Cumes, dans le sud de la péninsule. Selon les récits mythologiques, c'est ici que Dédale atterrit après avoir fui à Tyrrhèle, le labyrinthe du Minotaure. C'est ici encore que le Troyen aîné a été porté par le destin pour obtenir de la Sibylle l'itinéraire pour aller aux enfers. Cumes, c'est aussi, selon le géographe Strabon, la plus ancienne colonie grecque en Occident. Un site capital donc pour comprendre le processus de naissance d'une colonie, son environnement, son développement, jusqu'à son déclin. Et je suis très heureuse de recevoir à ce micro Priscilla Munzi. Bonjour. Bonjour Manuela. Archéologue spécialiste de la période hellénistique, directrice adjointe du centre Jean-Bérard de Naples et chef de la mission archéologique d'Italie du Sud. Vous êtes également co-responsable du site de Cumes. Vous serez donc notre guide aujourd'hui. Alors tout d'abord, Priscilla, peut-être une localisation rapide de Cumes. Où sommes-nous et quelles sont les particularités de ce site ? Alors, nous sommes donc à une vingtaine de kilomètres de Naples, au nord-ouest de Naples. Et c'est les caractéristiques géomorphologiques qui ont dû attirer donc les Grecs sur ce site, car nous sommes à la limite des champs flégréens. C'est une zone connue pour ses caractéristiques volcaniques. Et nous sommes aussi à la limite avec la plaine campanienne au nord, celle qui deviendra plus tard l'Ager Campanos. Cumes fait partie de ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire les régions côtières méridionales de la péninsule italique. C'est là où les Grecs vont fonder des colonies à partir du 8e siècle avant notre ère, plus ou moins. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce mouvement migratoire. Quelles en sont les raisons et quel en est le contexte ? Alors c'est un mouvement migratoire donc qui correspond au 8e et 7e siècle. Donc c'est des habitants de la Grèce qui se déplacent effectivement et qui viennent fonder des colonies non seulement donc en Italie du Sud mais aussi en Sicile. Naturellement les raisons sont multiples. Les plus communes sont plutôt le commerce et une exigence aussi de trouver des nouvelles terres. En réalité, tout ça est probablement à relier aussi avec une crise qui pousse donc effectivement les colons à se déplacer. Une crise sociale qui intéresse donc les classes inférieures de la société grecque et qui concerne la propriété terrienne en particulier. Dans le sens qu'à cette époque-là, les aristocrates tendance donc à regrouper les terres et à créer une espèce de latifondo et donc à mettre en difficulté les populations moins favorisées. Les latifondos, ce serait plutôt des domaines, n'est-ce pas ? C'est des grands domaines, des grandes propriétés terriennes. Est-ce que les Grecs débarquent ici à Cumes dans un territoire vierge ? Qu'est-ce qu'on sait de cette période pré-hellénique ? Alors, pas du tout vierge, parce qu'en réalité, cette région était occupée par des populations donc locales, indigènes. On les appelle les Opiques. Et ils occupaient naturellement le site de Cumes. Ils avaient leur habitat sur l'acropole et les nécropoles dans la partie basse. Naturellement, j'aimerais bien revenir en arrière, en réalité, parce que tout à l'heure, on a parlé de la colonisation. Alors, c'est important de dire que la fondation de Cumes intervient au moment d'une deuxième colonisation grecque, mais qui a déjà une première colonisation. Mais ce qui est important encore plus à préciser, c'est que en réalité, les Grecs connaissent déjà ces régions bien avant, à l'époque mycénienne, qu'ils instaurent des relations amicales avec les populations locales. Donc pour eux, c'est pas du tout une terre inconnue, au contraire.
Et d'ailleurs, le site de Cumes, mais la région des Champs Flégréens, qui est donc sur la côte, sur la mer Tyrrhénienne, se trouvait donc le long du passage d'une route maritime qui reliait la Grèce avec la Toscane, avec l'île d'Elbe, et encore plus au nord avec le Rhône, et avec l'Espagne, et donc, par exemple, la région du Guadalquivir. Et pourquoi donc ils fréquentaient cette route maritime? Tout simplement parce que les Grecs à cette époque-là, et c'est une des raisons d'ailleurs de la colonisation, de cette deuxième colonisation, ils cherchaient des matières premières. Ils étaient à la recherche de céréales, de bois, de métaux. Et naturellement, tout ça, ils pouvaient les retrouver en Italie du Sud et même plus au nord. Et voilà, c'est ça. Et donc, l'archéologie a permis de documenter ces contacts pré-colonisation, de les documenter. Donc, c'est des contacts qui s'instaurent à partir du XVIe jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ et qui sont témoignés même dans la région ici des Champs Flégréens, par exemple à Vivara, où l'archéologie a permis donc de mettre en évidence un habitat avec une culture matérielle typique et très riche en importations. Typique de cette époque. Et la même chose un peu plus au nord, par exemple, sur un site comme Gricignano d'Aversa, où là aussi sont attestées donc des traces de contact avec les populations grecques, mais on est au XIe siècle, avant Jésus-Christ. Ce n'est pas une terra incognita, quoi. Absolument pas, absolument pas. Mais alors que, au cours de ces phases, c'était probablement des relations amicales. Après l'arrivée des Grecs à Cumes et le contact avec les populations indigènes, donc ces zoopiques, comme témoignent les sources, c'est plutôt un contact qui est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Nous en parlerons un peu plus avant. Priscilla, sait-on à partir de quand le processus d'urbanisation de Cumes est enclenché? À partir de quelle date, en quelque sorte, peut-on dire que Cumes devient une cité? Et puis, qu'est-ce qui vous permet, à vous, archéologues, de le déterminer, justement? Alors, les premières traces archéologiques. Alors, on sait, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est la première colonie grecque donc d'Occident. Les premières traces archéologiques de cette occupation remontent à la moitié du 8e siècle, au milieu du 8e siècle, 750-730. Donc, effectivement, c'est une très ancienne colonie. C'est l'archéologie donc qui a permis ces dernières années de documenter cette présence grecque à ces époques-là et à plusieurs endroits du site. C'est ça qui est important. Non seulement donc sur éventuellement l'acropole, donc le lieu où sont les lieux, les temples, les sanctuaires, aussi dans le forum, ce qui était à l'époque grec l'agora, mais aussi dans la ville basse. Dans la ville basse, on a des niveaux, des strates qui documentent une présence grecque, donc à partir de 750-730 avant Jésus-Christ. Alors, Cumes devient un centre culturel et économique important. Quelles sont les bases de cette puissance, de ce rayonnement? Alors, ses forces, dès le début, sont surtout l'agriculture, et le commerce, comme on disait, hein, c'est d'ailleurs l'objet de cette colonisation et de cette fondation. Et c'est surtout ça. Il y a une chose très importante que peut-être je n'ai pas dit avant, c'est que c'est une ville très grande. Hein. Elle fait 110 hectares. Hein. Elle est, grosso modo, pour avoir un ordre d'idée, elle est le double d'une ville comme Pompéi. Et elle occupe cette superficie depuis sa fondation, depuis le début. Parce que d'ailleurs, les traces d'une occupation au 8e siècle sont déjà vraiment à proximité de celles qui deviendront après les limites physiques, les remparts de la ville, qui sont témoignés à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on évoque les liens que Cumes pouvait entretenir avec la Grèce et puis avec les autres colonies de la Grande Grèce. On va peut-être commencer par la Grèce. Est-ce qu'il y a des liens avérés, attestés?
Alors oui, effectivement, par exemple, nous avons donc à l'extérieur de la ville les nécropoles. Il y a des témoignages d'une occupation des nécropoles déjà dans la deuxième moitié du 8e siècle. Et par ces tombes, c'est des tombes qui ont été fouillées surtout au 19e siècle, mais les tombes témoignent des contacts forts des colons grecs de Cumes avec leur ville natale, parce que donc on a dit ils proviennent de l'île d'Eubée, en particulier donc ils proviennent de la ville de Chalcis, et les tombes que nous retrouvons à Cumes, pour ces époques plus anciennes, rappellent de près, au niveau de l'idéologie funéraire, celle de l'île d'Eubée. Et en particulier les tombes d'Érythrée et de Chalcis. Naturellement, c'est des tombes très importantes qui appartiennent à l'élite cumène et qui appartenaient du côté grec, naturellement, à l'élite eubéenne. Et avec les autres colonies de la Grande Grèce ? Alors, sûrement. Alors, une autre chose qu'on n'a pas dit, par exemple, que Cumes, c'est la plus septentrionale. C'est pas non seulement la plus ancienne, mais c'est aussi la colonie grecque la plus au nord. C'est la limite de la Grande Grèce. C'est la limite de la Grande Grèce. Et donc, au nord, c'est une ville une cité qui est à la frontière avec le monde indigène et un peu plus tard avec le monde étrusque. Alors, elle a des contacts avec les colonies grecques sûrement. D'ailleurs, elle favorise la fondation dans ce secteur, donc entre Naples et ici, elle favorise par exemple l'installation de colons qui proviennent de Samos dans l'actuelle Pouzzoles. Elle favorise aussi la fondation d'un établissement sur la colline de Pizzo Falcone à Naples, qui est Partenope. Ou une autre chose que Cumes favorise énormément, c'est aussi l'installation de avant-postes le long de la côte. C'est une façon de contrôler donc tout ce golfe qui aujourd'hui s'appelle le golfe de Naples, mais à l'époque c'était le golfe de Cumes. Une colonie prospère et importante comme celle de Cumes peut-elle à son tour fonder d'autres colonies? Puisque là vous venez de parler d'avant-postes, mais des colonies... Des colonies. Alors, c'est les sources littéraires antiques qui racontent par exemple que la colonie de Zancle, l'actuelle Messine, a été fondée donc en Sicile par des pirates cumains. Ce qui est assez étonnant. Naturellement, c'est une source littéraire. Donc après, il faudrait pouvoir voir si l'archéologie peut vérifier cette entre guillemets cette légende. Mais oui, naturellement, toutes les colonies grecques fondaient d'autres villes un peu partout entre l'Italie méridionale et la Sicile. Les colons grecs sont généralement porteurs d'une forte identité culturelle, linguistique. Dans cette perspective, vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure, comment se passe la coexistence, les interactions avec les populations non grecques ? Alors au début, sûrement, ces relations ont été assez, difficiles, dans le sens que nous avons évoqué des relations amicales avant l'installation de la ville, avant la fondation de la Boïkia, donc de la colonie de Cumes. Après, d'après ce qu'on perçoit, c'est que la fondation de la colonie grecque a impliqué, ça a été un contact fort, un acte violent, ce qui ne veut pas dire qu'après il n'y a pas eu une sorte de assimilation de l'élément indigène dans la société cumène, mais le premier contact a été assez violent. Alors parmi ces populations non grecques, nous avons les Samnites. Et les Samnites s'emparent de Cumes, je crois, en 420 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il reste des témoignages de cette phase de domination samnite ? Oui. Alors,
Ça aussi, c'est un moment très intéressant dans l'histoire de Cumes. Les Samnites, effectivement, qui proviennent donc du Samnium, d'une région de l'intérieur de l'Italie, qui correspond grosso modo aux Abruzzes, aux Molise, commencent à occuper pas seulement les villes grecques, parce qu'ils occupent, avant d'occuper Cumes, ils occupent Capoue, qui était une ville étrusque. Ensuite, ils occupent Cumes. Par contre, ils occupent pas réellement, par exemple, Naples, qui reste une ville grecque, avec une forme de contrôle samnite. Alors, naturellement, tous ces moments forts, violents, donc une occupation, se voient dans la stratigraphie. L'archéologie nous montre des témoignages assez clairs. Vous avez, par exemple, dans l'habitat des traces, par exemple, d'abandon sur l'agora, sur donc la place publique, ce qui deviendra après le forum. On voit bien que certains édifices sont détruits pour être reconstruits. Exactement la même chose sur l'acropole. Nous avons eu l'occasion de fouiller un sanctuaire périurbain. Donc à l'extérieur des remparts septentrionaux, nous avons retrouvé des traces évidentes d'un abandon avec des cérémonies religieuses évidentes qui marquent donc la clôture de ce sanctuaire, au moins de ce sanctuaire dans sa phase grecque, et l'installation après d'un édifice successif qui n'est plus grec. Absolument pas. Puis tout ça se voit énormément aussi à la culture matérielle ou aux tombes. Hein, les nécropoles révèlent tous ces changements de façon très évidente. Le rituel funéraire change. La composition des mobiliers funéraires aussi. Même, par exemple, nous disions donc le rituel funéraire. Nous avons énormément de tombes où c'est l'inhumation qui est prédominante, alors que dans les temps plus anciens de Cumes, on avait beaucoup, mais les plus anciens, les phases les plus anciennes, de crémation. Après, c'est l'inhumation, après le VIe siècle. Mais là, on continue avec l'inhumation, mais c'est la typologie des tombes qui change complètement. La composition des mobiliers funéraires aussi. La présence d'armes aussi. Alors, Cumes finira par être intégré au monde romain. Comment se passe cette intégration ? Alors, Cumes, effectivement, devient romaine très peu de temps après. Parce qu'on a dit 421 et les Samnites. En 300... à la fin du IVe siècle, elle devient romaine. Alors, elle devient civitas suffragio. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un municipium. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, ses habitants n'ont pas le droit de vote, mais la ville conserve ses magistrats et la possibilité de conserver aussi ses institutions. Et on le voit parce qu'on retrouve énormément d'inscriptions qui témoignent donc de la présence de ces magistrats locaux qui sont d'origine osque encore. Ouais. Donc osque, c'est samnite. C'est samnite, oui. Oui, Et est-ce qu'on sait justement si cette intégration s'est faite de manière violente ou volontaire ? Assez violente au début, assez violente, par la force et par l'imposition, par exemple, aussi de la langue. Ils imposent donc à Cumes la langue osque. Je veux dire à l'époque des osques, hein, pas des osco-samnites, pas des Romains. Alors que la romanisation se fait de façon beaucoup plus souple, plus lente, progressive. C'est pas comme la conquête samnite, c'est quelque chose qui se fait de façon très progressive. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup donc non seulement dans la ville, mais aussi dans la nécropole. Alors, quelles sont les conséquences de l'intégration de Cumes au monde romain en termes urbanistiques, en termes culturels, en termes d'échanges ? Alors, c'est un peu comme pour l'époque osque précédente, dans le sens que vous avez des nouveaux temples
qui sont construits sur l'acropole. Leur orientation change complètement par rapport aux phases précédentes. La même chose, les coutumes funéraires changent, évoluent dans la nécropole. Même dans l'agora, qui devient donc le forum, il y a des nouveaux édifices qui sont édifiés. Les techniques de construction changent, un peu tout change. Mais par contre, on n'assiste pas. L'osque reste présent au moins jusqu'au premier siècle, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il semble que Cumes ait également joué un rôle assez important durant les guerres civiles. Oui, si, c'est vrai. C'est un lieu qui est très important à ce moment-là, et c'est d'ailleurs Octavien qui fait construire, qui fait faire des très gros travaux par Agrippe et à Cumes même, et c'est-à-dire qu'il fait construire toute une série de galeries souterraines qui relient la ville de Cumes sur les deux côtés de la côte. Une, c'est la Crypta Romana, donc qui reliait le forum à cette espèce de baie qui se trouve au sud-sud-ouest de l'acropole. Et c'est une galerie qui fait environ 300 mètres de longueur, qui est creusée donc dans le mont de Cumes. Et il fait construire une deuxième galerie aussi par un architecte qui s'appelait Cocceius. Il l'a fait construire par contre de l'autre côté, et elle relie le forum au lac d'Averne. Et le lac d'Averne était relié au lac Lucrin. Et devant le lac Lucrin, il fait construire, donc aménager un grand port qui est le Porto Iulius. Alors, Priscilla Munzi, est-ce qu'on peut dire que le substrat grec de Cumes survit d'une certaine manière à la romanisation, et si oui, de quelle manière? Quelles en sont les traces? Alors, moi je dirais que chaque groupe, chaque ethnie qui s'est retrouvée à Cumes reste présente dans la, comment dire, on arrive à la percevoir, hein, que ce soit les Grecs, que ce soit après les Samnites ou les Romains, ou plus tard encore d'autres populations. Tout ça, on arrive à les percevoir dans la culture matérielle, et il n'y a pas aucun de ces éléments est totalement effacé. Et je veux dire, par exemple, là dernièrement, on a eu l'occasion de fouiller un secteur de la nécropole qui est un secteur de premier avant, et c'est premier siècle avant Jésus-Christ, qui est très intéressant parce que nous avons des tombes à crémation ou à inhumation, mais souvent avec des inscriptions, et on voit bien que ces individus parfois sont d'origine grecque, parfois d'origine étrusque, ou d'origine osque, ou d'origine latine. Et ça, c'est une des caractéristiques de Cumes. C'est un site sur la longue histoire, la longue durée, et et rien ne disparaît jamais totalement, en réalité. Non. Alors, tout à l'heure, nous avons brièvement évoqué l'évolution des pratiques funéraires selon les époques, les dominations, ce qui nous amène du coup maintenant à parler de la nécropole romaine, qui est très importante ici à Cumes, où une centaine de mausolées, monuments funéraires ont été mis au jour, notamment par votre équipe, Priscilla Munzi. Est-ce que vous pouvez du coup nous en parler, nous dresser un bref portrait de cette nécropole? Oui, naturellement. Donc, c'est vrai qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, nos recherches se sont concentrées donc en dehors de la porte médiane des fortifications septentrionales de Cumes, et se sont concentrées donc sur une nécropole qui a une longue histoire naturellement. Celle qu'on peut visiter aujourd'hui, donc, qui est la nécropole de la Porte Médiane, va du IIIe siècle avant jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est une nécropole monumentale qui s'organise autour, dans un premier temps, autour d'un axe, qui est une voie qui sort de la Porte Médiane et qui se dirige vers le nord, vers Capoue, pour ensuite se développer aussi le long de deux nouveaux axes, qui sont des axes d'époque romaine, qui sont à aménager sur le remplissage du fossé qui protégeait donc à l'époque plus ancienne la ville sur le côté septentrional. Le long de ces trois voies
se développe donc cette nécropole et nous avons fouillé vraiment une centaine de monuments. Alors, qu'est-ce qu'on entend par monument funéraire? Il s'agit non seulement de mausolées, mais aussi d'enclos funéraires. Mais nous avons aussi fouillé plusieurs centaines de tombes beaucoup plus humbles, plus simples, qui sont des tombes individuelles, parfois simplement creusées dans le sol, ou parfois avec des architectures un peu plus complexes. Tous ces tombeaux, au sens large, reflètent naturellement et nous fournissent donc de nombreuses informations sur la société cumaine au cours des siècles, sur les pratiques funéraires, car en plus nous les fouillons, mais il y a une équipe assez articulée, qui comprend non seulement donc des archéologues, mais aussi des anthropologues, des épigraphistes, des numismates, ce qui nous permet chaque fois d'avoir une approche complète de ces monuments. La nécropole de Cumes s'étendait donc dans l'Antiquité, surtout à partir donc des premiers temps de la colonie, à partir de cet axe nord-sud qui sortait de la porte médiane, vers l'est jusqu'au Monte Grillo et vers le nord au moins sur 3 kilomètres. Des tombeaux donc des milliers et des milliers de tombeaux qui vont au moins de la deuxième moitié du 8e siècle jusque, je dirais, dans le secteur de la porte médiane, jusqu'à l'époque médiévale, car nous avons eu aussi l'occasion de fouiller pas mal de tombes qui se réfèrent à la période des guerres gréco-gothiques, donc entre les Goths et les Byzantins. Alors, j'ai pu voir que vous aviez trouvé récemment une fresque assez particulière dans un de ces tombeaux, une scène de banquet, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez juste aussi nous en parler rapidement? Ces dernières années, on a eu l'occasion d'approfondir, de descendre dans la stratigraphie de la nécropole de Cumes et de pouvoir travailler sur des phases qui sont les phases de 2e et 1er siècle avant. Une phase qui est très intéressante, que je trouve très intéressante, car c'est une phase où la ville, normalement, devrait être déjà bien romanisée, parce que nous avons vu tout à l'heure qu'elle devient déjà civitas sine suffragio, déjà donc à la fin du IVe siècle, mais en réalité elle reste une ville dominée par l'élite osque encore au 2e et 1er siècle. Et ce tombeau que vous venez de mentionner est justement un exemple, parce que il s'agit donc d'un tombeau construit en gros blocs de tuf avec une voûte en berceau, qui a une façade monumentale et qui est aménagée pour accueillir des inhumations dans ce cas précis qui se font sur des lits qui sont donc aménagés à l'intérieur de la chambre funéraire, qui est une chambre funéraire hypogée, donc souterraine, mais dont d'autres monuments qui appartiennent à la même typologie pouvaient se faire dans des caissons en dalles de tuf. Et donc le tombeau du banquet pour l'éternité, il s'appelle comme ça tout simplement parce qu'il est peint à l'intérieur. Il est peint et il y a une très belle scène de préparation de banquet qui est représentée sur la lunette, donc sur la paroi d'entrée du monument. Alors que sur les autres parois, c'est plutôt des scènes de paysages, d'extérieur qui sont représentées. Et nous l'avons appelé donc le tombeau du banquet pour l'éternité, justement parce que, en réalité, les banquetants, c'est les défunts. Les défunts qui sont allongés sur les lits funéraires. Les lits funéraires sont aménagés comme si c'était une salle à manger. Donc comme ce qu'on appelle un triclinium. Et c'est un triclinium d'été, vu que sur les parois se représentaient des scènes d'extérieur. Et en réalité, sur la paroi avec la scène figurée, il y a une mégalographie, donc il y a un serviteur qui est représenté nu,
qui a dans sa main droite une nokoé, donc une cruche en métal, et dans sa main gauche, par contre, un kantar, donc un vase à boire. Et à ses côtés, on voit représenter les objets qui sont liés à la préparation d'un banquet, par exemple une table avec des vases en verre, ou une amphore de transport pour contenir le vin, ou encore à côté un grand cratère qui est représenté probablement, il est représenté comme s'il était en métal, ou en bronze, ou en or. Et donc, c'est pour ça que nous l'avons appelé donc le tombeau du banquet pour l'éternité. Et il est évident que ce tombeau était destiné à l'élite osque de la ville. Alors pourquoi? Quels sont les éléments qui nous permettent de dire que c'est des osques? C'est un tombeau qui appartient à la même typologie, qui est juste à côté, qui a eu la chance de conserver encore en place 3 cipes, au-dessus, donc sur le sommet de la façade, 3 cipes qui étaient inscrits, dont 2 en osque et 1 en latin, et qui mentionnent donc des individus d'origine osque, et qui donc semblent confirmer le fait que ces monuments étaient destinés à cette élite qui détient encore le pouvoir, qui est un pouvoir politique, mais aussi économique, à Cumes entre la fin du IIe et le début du 1er siècle. C'est encore un moment où Cumes est toujours civitasine suffragio. Elle a obtenu déjà depuis un moment le droit d'utiliser le latin dans les actes publics ou dans le commerce, mais les individus et l'élite préfèrent encore utiliser l'osque, au moins dans le funéraire. Et ce ne sera qu'au début du 1er siècle, donc peu de temps après, que vraiment Cumes deviendra une ville romaine. L'osque disparaît complètement et la romanisation nous pouvons dire que finalement la romanisation est accomplie. Alors Cumes est essentiellement connu comme le lieu où la Sibylle, la prêtresse d'Apollon, rendait ses oracles. Ici d'ailleurs, on trouve un tunnel que l'on appelle l'antre de la Sibylle. Qu'en est-il réellement? Et puis au-delà du mythe, est-ce que justement Cumes exerçait une attractivité religieuse particulière en lien avec les oracles de la Sibylle? Alors c'est vrai que encore aujourd'hui, Cumes est très connu pour la Sibylle et pour son antre. Alors c'est vrai aussi que les sources mentionnent une Sibylle cumène parmi les 12 dont nous parlent les sources littéraires antiques, et elle est connue surtout pour un épisode qui est donc raconté par Denis d'Halicarnasse, qui voit la Sibylle cumène tenter de vendre les livres sibyllins à Tarquin le Superbe, à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'ils étaient 9 au départ, c'est ce que nous racontent les sources, et que Tarquin Superbe trouve le prix trop élevé, donc en réalité pour 2 fois il refuse de les acheter, et la Sibylle les brûle en partie. Et c'est seulement à la fin donc que 3 livres sibyllins sont achetés par Tarquin et ensuite conservés d'ailleurs à Rome. Et c'est vrai. Alors, c'est vrai que la prêtresse était donc une prophétesse qui était connue, qui avait son antre et donc qui exerçait entre guillemets sa profession à Cumes, qui était liée donc au culte d'Apollon. Mais il faut dire la vérité, je suis désolée, mais l'antre de la Sibylle n'est pas l'antre de la Sibylle, mais en réalité une galerie militaire aménagée près de l'Acropole déjà à l'époque hellénistique et transformé complètement, devient presque un cryptoportique à l'époque romaine. Donc l'antre de Sibylle, sûrement il existait. Il faudra le trouver, on l'a pas encore trouvé. Il y a eu plusieurs tentatives entre le lac d'Averne, la crypta romane et donc la galerie militaire sur l'Acropole. Mais pour l'instant, donc, on n'en connaît pas l'emplacement. C'est vrai que la Sibylle était présente à Cumes et elle était liée au culte d'Apollon. Et le culte d'Apollon était lié à un grand sanctuaire qui était donc sur l'Acropole. On a toujours imaginé que, et c'est d'ailleurs encore comme ça que c'est présenté sur les guides, on a toujours imaginé que la terrasse inférieure était dédiée au culte
d'Apollon. En réalité, les recherches récentes de l'université Luigi Vanvitelli ont démontré que le culte d'Apollon était pratiqué dans le sanctuaire qui était au sommet de l'acropole, celui qu'encore aujourd'hui, par contre, on appelle le sanctuaire de Jupiter. Et par contre, Jupiter, Zeus avant, et d'autres divinités étaient vénérés sur le sanctuaire de la terrasse inférieure. Il y avait d'autres sanctuaires dans la ville de Cumes. Il y en avait un sûrement dédié à Héra, qui est probablement dans la partie sud de la ville. Et on imagine qu'il y en avait un autre, peut-être dédié à Déméter et Corée, qui était par contre à l'extérieur de la ville, vraiment en dehors de la porte médiane, et qu'on a eu l'occasion de fouiller il y a quelques années. Alors, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident qui signe la fin de l'âge d'or de Cumes. Que se passe-t-il ensuite pour cette cité Préchéla ? L'histoire de Cumes ne se termine absolument pas donc avec la fin de l'Empire romain. Au contraire, c'est ce que je trouve extraordinaire pour ce site, c'est que c'est pas comme pour Pompéi, où l'éruption a fait en sorte que nous avons à Pompéi une sorte de instantané, alors que pour Cumes on peut parler d'un film. C'est un film, c'est une histoire sur la longue durée, c'est une fenêtre sur l'histoire de la Campanie. Et effectivement, après, avec la chute de l'Empire, la vie continue ici. En réalité, elle continue jusqu'au XIIIe siècle. Et comme ça disent les sources littéraires, mais j'imagine même jusqu'au XIVe, c'est l'archéologie qui en témoigne, et jusqu'à l'époque contemporaine. Et ce qui se passe après, c'est que, par exemple, Cumes est intéressé par les guerres gréco-gothiques, comme Naples, d'ailleurs. C'est les deux villes, avec Naples, les plus fortifiées de Campanie. Et c'est d'ailleurs, la ville est occupée d'ailleurs par les Goths au VIe siècle, après Jésus-Christ, et ensuite reprise par les Byzantins. Et il y a d'ailleurs un auteur ancien, Procope de Césarée, qui raconte la reprise de la ville par le général Narsès aux Goths, en creusant des galeries de mines donc sous l'acropole, qui déterminent donc l'effondrement des fortifications, et en particulier d'une tour, et donc qui leur permettent de reconquérir l'acropole. Et après l'époque byzantine jusqu'à l'époque moderne à peu près? Alors, le site est-il complètement abandonné? Non, pas du tout. Non. En réalité, à un certain moment, c'est au première décennie du 8e, où par exemple le site est occupé par les Lombards, et après par les pirates sarrasins. Et ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'on raconte que c'est le duché de Naples qui reprend la ville qui était devenue un repère pour les pirates et pour des incursions. L'archéologie témoigne une continuité même après. Et puis après, de toute façon, il y a une continuité aussi au XVIIIe, lorsqu'il y a un phénomène de colonisation qui vient de l'île de Procida. Et ils viennent réoccuper les terres et cultiver le site de Cumes. Alors, Cumes est un site où les fouilles se poursuivent encore actuellement. Les archéologues sont-ils parvenus à établir la chronologie complète de Cumes? Quels sont les secteurs sur lesquels vous vous concentrez à présent? Alors, les recherches depuis 1994, lorsqu'elles ont débuté, ont permis vraiment de définir la chronologie du site, et pas forcément de la colonie, mais du site entier, donc à partir de son occupation avant l'arrivée des Grecs par les populations indigènes. Donc nous savons bien que maintenant la population indigène occupait le site de Cumes déjà à partir de l'âge du bronze. Ont permis de préciser la chronologie de la fondation de la colonie grecque, de comprendre aussi son interaction avec le comptoir, l'Emporion, qui est sur l'île de Pithekus, juste en face. Donc, effectivement, de confirmer que la colonie est de quelque peu successive au comptoir sur l'île de Ischia. Un comptoir que nous savons fondé
toujours par des colons eubéens, d'Érythrée et de Chalcis, mais qui voient une occupation avec une population mixte, avec des Phéniciens, des Étrusques, et naturellement des Grecs, peut-être aussi des locaux. Alors, nos fouilles, les fouilles des différentes, les fouilles de toutes nos équipes, qui sont les équipes universitaires de Naples, le Centre Jean Bérard, ont permis de préciser, voilà, en fin de compte, tout ce qui est raconté par les sources antiques, de préciser l'occupation grecque, ses modalités, de préciser l'occupation osco-semnite, les phases osco-semnites, et le fait que, voilà, comme on disait tout à l'heure, ces phases se prolongent bien après entre guillemets, la conquête romaine, que c'est une romanisation lente qui se fait progressivement, ce qui était la politique romaine, de Rome, typique, nous ont permis de préciser aussi que tout ne s'arrête pas, comme on disait tout à l'heure, à la fin de l'Empire romain, mais que l'occupation continue entre l'Antiquité tardive, lorsque d'ailleurs l'habitat se déplace sur l'acropole. Ils abandonnent la ville basse, ils transforment le forum et les nécropoles en chantier de récupération de matériaux, et ils construisent un habitat sur l'acropole, entre l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Ils refortifient l'acropole, les fortifications du Haut Moyen-Âge sont extraordinaires et conservées encore sur plusieurs mètres d'élévation. Nous ont permis aussi de comprendre que cette continuité arrive jusqu'au moins 13e, 14e siècle. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous interpelle sur ce site ? Les phases, naturellement, les phases plus anciennes restent les phases intéressantes, dans le sens que on aimerait bien, malheureusement, très peu de ce site est connu, très peu de ce site est fouillé. Naturellement, la proportion à peu près? Moi, je dirais presque un dixième sur 110 hectares. Ah ouais. Ce qui reste encore très bien connu, c'est l'acropole, le forum et une partie des nécropoles. Mais l'habitat, qui va nous révéler vraiment les détails, l'histoire et la vie d'écumins reste encore complètement à fouiller. Pour l'instant, on perçoit que effectivement, dès le début, donc dès le 8e siècle, l'ensemble du site est occupé. Mais les fouilles nous démontrent que il est fortifié avec un périmètre qui définit une surface de 110 hectares seulement à partir du début du 6e siècle. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe entre donc la fin du 8e et le début du 6e? On sait que c'est seulement à partir, pour l'instant, tout est en working progress, donc tout peut changer. On sait que, par exemple, déjà une organisation urbaine bien structurée, on a des voies déjà probablement à partir de la fin du 7e siècle. Mais voilà, tout est encore à faire, tout est encore à découvrir. Beaucoup de questions ouvertes en tout cas. Cumes, plus ancienne colonie grecque d'Occident pour les anciens, à quelques kilomètres de Naples. Un site vraiment exceptionnel. Merci infiniment à vous, Priscilla Mounzi, archéologue du Centre Jean Bérard, de nous l'avoir fait découvrir. Merci de votre écoute fidèle et attentive, chers auditeurs, et à très bientôt.